19h30 à Kinshasa, 1h de plus dans la partie est de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité à la une. Bombardement du camp de déplacés de Mugunga. Le bilan provisoire est revu à la hausse. Le gouvernement provincial compte désormais 14 morts et 35 blessés. Si la MONUSCO et les agences humanitaires rappellent à toutes les parties au conflit leurs obligations en vertu du droit international de protéger et préserver la vie des populations civiles en toutes circonstances, le gouvernement congolais promet de porter l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le programme essentiel d'immunisation est le thème choisi pour la 14e semaine africaine de la vaccination qui coïncide avec les 50 ans du programme élargi de vaccination. Une semaine qui offre l'opportunité de sensibiliser les communautés à soutenir les activités de vaccination pour protéger les enfants contre les maladies préventives. Cette célébration est aussi un moment pour le PEV d'évaluer les performances réalisées dans la riposte par la vaccination. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition du journal. Le bilan du bombardement du camp de Mugunga revu à la hausse. 14 personnes sont mortes et plus de 35 blessés. Le général-major Peter Chirimwami appelle ainsi la population à la résilience et à résister face à la terreur que la coalition M23 armée rwandaise veut imposer aux habitants, même ceux qui habitent les camps. Le terrorisme a comme pilier principal, c'est la terreur. Et comme d'habitude, dans les actions des terroristes, les Rwandais et leurs supplétifs M23, hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. C'est que nous disons, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quel remède face à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Et la réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames que nous sommes en train de passer. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà, on a l'annonce du FONAREV qui a accepté de s'occuper de l'enterrement des morts et se charger des blessés. Et nous-mêmes aussi, gouvernement provincial, nous allons toujours être ensemble avec FONAREV. Lors du Conseil des ministres tenu ce vendredi, le gouvernement dénonce cet acte qui constitue une violation flagrante de droits humanitaires. Il promet de porter l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous invite à suivre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, dans cet extrait choisi par Inès Itangwishaka. Le gouvernement a suivi le déroulement de ces incidents malheureux qui se sont produits dans la ville de Goma aujourd'hui et plus précisément dans un camp de déplacés. Le gouvernement de la République, au cours du Conseil des ministres de ce jour, a gardé d'abord une minute de silence en mémoire des victimes qui se comptent. Entre autres, il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes du M23 qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps de réfugiés, donc des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous
en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir les conseils de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits, cette violation flagrante des droits humanitaires, parce que la guerre a des règles et que ces forces négatives dirigées par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles. Donc nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Mais aussi, les gouvernements de la République se préparent à une riposte proportionnelle à cet acte de provocation, énième acte de provocation du Rwanda, qui a choisi de terroriser la population civile alors que celle-ci ne veut que la paix. Nous demandons à nos populations de garder l'air calme. L'objectif ici visé par l'ennemi, c'est de démoraliser la population, la pousser à la révolte, mais nous allons bientôt faire une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. Les réactions fusent de partout après ce bombardement du camp des déplacés. La diplomatie américaine accuse le Rwanda d'être à l'origine de cet acte de terrorisme et avec des termes plus forts, la MONUSCO dénonce qu'elle qualifie d'escalade de violence aveugle contre des civils et rappelle à toutes les parties au conflit leurs obligations en vertu du droit international de protéger et préserver la vie des populations civiles en toutes circonstances. Bintou Keïta, la patronne de cette mission onusienne, appelle les autorités congolaises à prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire en justice les auteurs de ces actes odieux qui sont une violation flagrante de droits de l'homme et du droit international humanitaire et peuvent constituer un crime de guerre. Le comité international de la Croix-Rouge n'est pas resté insensible face à ce bombardement. Dans un communiqué de presse, le CICR déplore la mort des 4 des 10 enfants qui ont été pris en charge par les équipes médicales de l'hôpital CB Kondosho, soutenu par le CICR. Pour cette structure internationale, depuis plusieurs mois, les civils sont victimes des incidents impliquant des engins explosifs en zone peuplée dans cette partie de la RDC. Cette insécurité ne permet pas aux équipes de Médecins sans frontières de bien mener les activités au profit des populations, privant ces familles des services essentiels. Cette structure a décidé d'arrêter la distribution face à l'intensité des tirs ainsi que ces consultations médicales. Il condamne l'utilisation de plus en plus régulière de l'artillerie lourde à proximité immédiate des sites des déplacés autour des Goma, ce qui a des conséquences tragiques pour la population prise au piège entre ces tirs croisés. Dans une communication faite ce samedi, la Commission nationale des droits de l'homme condamne les bombardements de 3 sites des déplacés dans le Nord Kivu. Son président, Paul Nsapou, a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête pour statuer sur cette affaire. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, institution d'appui à la démocratie chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme, a appris avec consternation et indignation le bombardement perpétré le vendredi 3 mai 2024 sur 3 sites abritant des personnes déplacées internes dans les quartiers du lac Vert, de Lushagala et de Mugunga à Goma, dans la province du Nord Kivu à l'est du pays. Selon les premières informations en notre possession, les obus lancés par l'armée rwandaise sous couvert du M23 ont causé la mort de 12 personnes et au moins 30 autres, principalement des femmes et des enfants, sont blessés. Plusieurs dégâts sont aussi enregistrés du côté des abris et des structures humanitaires. La CNDH tient à préciser à l'opinion tant nationale qu'internationale
que ces faits flagrants, œuvre de l'armée rwandaise, sont constitutifs de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Afin de dégager les responsabilités de ce drame, la Commission nationale des droits de l'homme, à dater de ce jour, vient de mettre en place une commission ad hoc d'enquête pouvant statuer sur la situation et établir des recommandations finales claires afin que justice soit faite. Dans la province du Nord Kivu, toujours le gouverneur militaire a procédé ce samedi à l'installation du comité consultatif provincial du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC, Star-Est. Ce comité aura pour mission de faire l'identification et la validation de tout projet à exécuter sur l'ensemble des territoires. Les détails dans cet élément de notre correspondant dans la région, Patrick Sialoua. Ces comités consultatifs provincial du Nord Kivu, du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC, Star-Est, ainsi installé ce samedi par le gouverneur des provinces, le général-major Peter Chiromwami, a une mission spécifique, a déclaré Madame le coordonnateur général de ces projets, Brigitte Kapinga Saouta Kibira. Le projet Star-Est, c'est un projet du gouvernement congolais, mais qui a mis un mécanisme de gestion au niveau de terrain, que ce soit au niveau national, tout comme au niveau provincial. Et ces mécanismes de gestion exigent à ce qu'il puisse y avoir un comité qui doit s'occuper de suivi ainsi que de la coordination de toutes les activités qui doivent être faites au niveau du projet. Et pour ce qui concerne le Nord Kivu, aujourd'hui nous avons procédé via son Excellence Monsieur le gouverneur de province à l'installation de ces comités qui a pour mission première d'adopter le plan de travail ainsi que le budget annuel au niveau provincial, d'accompagner la coordination provinciale dans l'exécution des missions qui lui ont été conférées, de faire le suivi de toutes les activités, ainsi de rendre compte au final au niveau de la coordination générale du projet. Plus ou moins 420 km de routes et de dessertes agricoles et plusieurs autres projets seront exécutés dans les territoires de Béni, Lubero, Rutshuru, Walikale et Massissi, ainsi qu'en ville de Béni. C'est réjoui le gouverneur des provinces, le général-major Peter Chiromwami, qui salue l'avènement des Star-Est dans sa juridiction. Ce projet a pour objectif de soutenir la fourniture d'infrastructures socio-économiques et communautaires de base et la réinsertion socio-économique durable des personnes sorties des forces et groupes armés des communautés situées dans les zones ciblées par le projet. Aujourd'hui, le gouvernement provincial du Nord Kivu est en train de procéder à la mise en place du comité consultatif provincial du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC. Signalons que la présidence du comité de pilotage des Star-Est dans les provinces du Nord et Sud Kivu ainsi que de l'Ituri se gère d'une manière rotative par les gouverneurs des provinces. Pour cette année, c'est le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chiromwami, qui en est à sa tête. Faire de la lutte contre la corruption une priorité dans la formation du nouveau gouvernement. Tel est l'appel de membres de la coalition anticorruption. Le Congo n'est pas à vendre à la première ministre Judith Suminwa lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi. Ces derniers ont interpellé la nouvelle première ministre sur l'urgence de la lutte contre la corruption qui est à l'origine de la chute du pays et ont effectué également des propositions afin d'éradiquer définitivement ce fléau. Au cours de ce face-à-face avec le journaliste, le membre de la coalition anticorruption, le Congo n'est pas à vendre, se sont dit contre le fléau de la corruption devenu un mode opératoire dans la gestion publique en RDC. Cette conclusion émane de la dernière conférence de presse de cette organisation qui a appelé la nouvelle première ministre à faire de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Après tous les scandales de corruption de ces dernières semaines, et puisque le Congo n'est pas à vendre était en Assemblée générale, nous avons jugé utile d'interpeller la nouvelle première ministre sur l'urgence de prendre en main les questions de la corruption et de mettre, dès son entrée en fonction, de prendre un certain nombre de mesures prioritaires pour faire reculer la corruption
qui est à l'origine de la plupart des maux que connaissent notre pays. La coalition Le Congo n'est pas à vendre veut par ailleurs mettre à la disposition des décideurs de propositions à même d'aider à l'éradication définitivement de la corruption à tout le niveau de la gestion publique. Le Congo n'est pas à vendre est prêt à la rencontrer pour lui montrer les différents dossiers sur la corruption et lui proposer un certain nombre de mesures, notamment en l'urgence d'instruire à toutes les institutions de respecter les lois et les règles de passation des marchés publics. C'est aussi lui demander de faire beaucoup plus d'éthique et de probité avec ses collaborateurs. Au sujet de l'impunité, cette organisation de la société civile appelle au renforcement de la justice correcte en RDC afin de guérir le pays et le conduire au développement pour le bonheur de tous. La justice du Congo est malade, le président a martelé déçu, l'a rappelé à plusieurs fois. Et je pense que plusieurs faits le confirment et nous sommes convaincus qu'elle peut guérir de cette maladie. Aujourd'hui, nous avons voulu également rappeler que le Congo ne peut se développer, ne peut lutter réellement contre la corruption que si la justice fait réellement son travail. D'où elle a un rôle important à jouer, étant donné que la justice fait partie de trois pouvoirs dans l'État. Donc il est important que la justice puisse jouer pleinement son rôle. Les membres de la coalition anticorruption Le Congo n'est pas à vendre ont à la même occasion présenté le prix champion anticorruption du département d'État américain attribué à son porte-parole. Autre chose, à présent, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, conduit par son président, a été reçu ce vendredi par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Les deux partis ont évoqué plusieurs défis auxquels devront relever l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial nouvellement élu. Parmi les priorités figurent la lutte contre l'insalubrité, le délestage en électricité et en eau et surtout l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Et après notre élection, l'élection du bureau définitif, nous sommes passés à l'élection de gouverneurs, vice-gouverneurs ainsi que les sénateurs. C'était la première épreuve de ces bureaux. Tout s'est bien passé dans la paix, dans le calme. Et le secrétaire général nous a remerciés aussi pour avoir bien organisé cette plénière avec la CENI parce que tout s'est passé dans la paix. Et aujourd'hui, nous avons doté la ville, province de Kinshasa, d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur. Nous avons doté le pays des sénateurs qui vont travailler et nous sommes très contents d'être reçus par le secrétaire général et tout s'est bien passé. Merci beaucoup. Nous nous sommes adressés aux Kinoises et Kinois pour leur dire que le bureau a été élu, que l'on sache d'abord quel est le travail de l'organe délibérant de la ville de Kinshasa, qui est l'Assemblée provinciale. Nous avons deux missions. D'abord, c'est de légiférer par la voie des édits et deuxièmement, c'est de contrôler l'action du gouvernorat. Comme le gouvernement sera bientôt investi, nous serons là comme l'organe délibérant pour contrôler l'action afin que les Kinoises et Kinois sentent que la vie est en train de changer. Vous avez vu, lors de la législature passée, il y avait de l'imbroglio, de l'incompréhension entre l'organe délibérant ainsi que l'exécutif. C'est pourquoi rien n'a marché. Le problème de l'insalubrité, le problème de l'électricité, le problème de l'eau et surtout le problème de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Rien ne pouvait marcher parce que ces deux organes, ces deux institutions n'ont pas bien travaillé ensemble. Mais cette fois-ci, que les Kinoises et Kinois soient apaisés, votre bureau est là, ainsi que le gouverneur et les vice-gouverneurs qui venaient d'être élus. Nous allons travailler dans la symbiose, nous allons travailler ensemble et que les Kinois sachent que le travail sera très bien fait. Ils auront la paix. Le phénomène Koulouna, nous allons vraiment le combattre avec bien sûr les dispositifs que le général provincial est en train de mettre en place. Nous allons tout faire pour qu'on diminue vraiment le problème de l'insécurité, le problème de l'insalubrité, tout le problème, tous les défis que les Kinois connaissent, qu'ils nous fassent confiance. Cette fois-ci, nous allons vraiment travailler. La révision de la loi électorale, la production et la mise en œuvre d'un
plan national de la sécurisation des élections. La suspension du seuil des recevabilités, du cumul des candidatures sont là quelques recommandations proposées par le jeune au sortir de l'atelier de jeunes pour l'évaluation du processus électoral du 2023 organisé par le Centre national d'appui au développement et à la population avec comme objectif permettre aux jeunes de réfléchir sur les enjeux électoraux du pays. 2 jours des échanges sur l'évaluation du processus électoral de décembre 2023, au bout duquel les jeunes ont formulé des recommandations des réformes électorales pour le prochain cycle électoral. Les principales, la révision des lois électorales, de la loi de la Commission électorale nationale indépendante, de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure devant les cours des tribunaux en ce qui concerne les contentieux électoraux. La suppression du seuil de recevabilité du cumul des candidatures ont aussi été épinglées. Des précisions dans le but des réformes électorales pour les prochaines échéances électorales de 2028. Nous pensons qu'on peut faire, mais sans planification, la classe politique doit tirer attention qu'il faut tenir compte que la CENI ait le temps nécessaire, la prochaine CENI ait le temps nécessaire pour la planification des élections de 2028. C'est pourquoi nous voulons introduire maintenant des réformes à ce moment précis, qu'il ne faut pas attendre quand on est à quelques jours pour 2028. Ces recommandations sont consécutives au constat amer sur plusieurs points du processus électoral de 2023, notamment le déficit de la sécurisation des élections, le déploiement et la détention illégale des dispositifs électroniques de vote, la possibilité pour un candidat de se faire élire dans un même cycle électoral à la fois comme le président de la République, député national, sénateur, député provincial, gouverneur des provinces et conseiller municipal. À ceci s'ajoute la corruption généralisée particulièrement en ce qui concerne les élections indirectes des sénateurs et des gouverneurs de province. Ces jeunes sont bénéficiaires de l'encadrement du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire qui croit aux capacités des jeunes. Nous avons une classe politique qui ne nous aide pas à améliorer la qualité de nos élections. De telle sorte que depuis que nous avons commencé, nos élections sont toujours chaotiques. Que faire pour que nous puissions sortir de ça? Ça, c'est vraiment de la responsabilité de tout le monde. Le Sénadep se veut un cadre d'appui aux jeunes en vue de leur permettre de proposer des idées capables de contribuer à l'émergence de la République démocratique du Congo tout en restant engagés dans la promotion communautaire et la bonne gouvernance. L'ordre du mérite civil espagnol, cette prestigieuse décoration du gouvernement d'Espagne a été décernée au centre hospitalier Moncolé. C'est à travers l'ambassade d'Espagne en RDC que le gouvernement de Madrid a accordé cette reconnaissance en appréciation au service du centre hospitalier rendu à la population congolaise. Dans un geste symbolisant l'importance de la coopération bilatérale en matière sanitaire, le centre hospitalier Moncolé a été honoré par l'Espagne. L'ordre du mérite civil espagnol, cette prestigieuse décoration du gouvernement de Madrid, a été attribué à cette formation sanitaire lors d'une cérémonie sobre organisée à la résidence de l'ambassadrice d'Espagne à Kinshasa. Une reconnaissance accordée en appréciation au service rendu à la population congolaise. Alors, comme je disais, c'est un jour à fêter. Fêter que Sa Majesté le Roi a voulu leur donner cette reconnaissance en les admettant à l'ordre du mérite civil. La Orden del Mérito Civil, comme on dit en espagnol, que c'est une grande distinction que la plus haute institution de l'Espagne a voulu faire au centre hospitalier Moncolé. Alors je suis très fière, en tant qu'Espagnole, d'avoir eu l'opportunité de faire cette reconnaissance très bien méritée pour cette dédication, ce travail bien fait, l'enthousiasme de beaucoup de travailleurs et collaborateurs qui ont uni leurs efforts pour faire ce rêve une réalité. Très investi pour la santé des Congolais, le centre hospitalier Moncolé s'est dit honoré par ce geste au regard de son rôle crucial dans la vocation sanitaire et de solidarité envers les autres. Nous réalisons ce prix principalement d'abord comme acteur de la société civile en tant que dispensateur de soins de santé dans la zone de santé d'abord de Mongafula 1, Mongafula 2, Selembao, mais aussi de toute la ville de Kinshasa. Moncolé est un hôpital congolais animé par des Congolais et des cadres exclusivement congolais. C'est vrai que la coopération espagnole a beaucoup apporté
En réalité, c'est toujours un appui en réalité qui est fait à l'endroit du gouvernement congolais. Sans aucun doute, l'histoire du centre hospitalier mongolais a été marquée par la qualité de soins octroyés. Le service offert garantit aux patients avant d'assurer un meilleur résultat, et ce, au meilleur coût. Je l'ai dit au sommaire de cette édition du journal, c'est parti pour les activités de la semaine africaine de vaccination à RDC, placée sous le thème « Programme essentiel d'immunisation ». Cette célébration coïncide avec les 50 ans du programme élargi des vaccinations, une semaine qui offre l'opportunité de sensibiliser les communautés à soutenir les activités de vaccination pour protéger les enfants contre les maladies préventives. Le rattrapage des enfants non ou insuffisamment vaccinés figure en priorité de la série d'activités projetées. Je vous invite à suivre le docteur Serge-Emmanuel Olen, vice-ministre de la Santé, dans cet extrait choisi par Dieudonné Moubenga. Témoin de nos efforts collectifs pour sauver la vie d'innombrables personnes en offrant une protection contre les maladies à prévention vaccinale et en appelant les pays à investir davantage dans les programmes de vaccination pour protéger les générations futures, en 50 ans à peine, nous sommes passés d'un monde où la mort de l'enfant était une crainte de beaucoup de parents, à un monde où chaque enfant, s'il est vacciné, a une chance de survivre et de s'épanouir. Mes chers compatriotes, lors de sa création en 1974, le programme élargi de vaccination visait à protéger tous les enfants contre 6 maladies de l'enfance. Aujourd'hui, 13 vaccins sont recommandés dans tous les cas à toutes les étapes de la vie et 17 autres vaccins sont recommandés en fonction du contexte. Le programme qui couvre désormais des personnes de tous âges s'appelle aujourd'hui Programme élargi de vaccination. Au cours des dernières années, pendant la pandémie, les progrès en matière de vaccination ont été ralentis. Alors qu'en 2022, plus de 4 millions d'enfants supplémentaires ont été vaccinés dans le monde par rapport à 2021, 20 millions d'enfants n'ont toujours pas reçu un ou plusieurs de leurs vaccins. L'intensification des conflits, la réticence croissante face à la vaccination sont quelques-uns des menaces qui pèsent sur les efforts visant à vacciner ces enfants. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi.